Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire Défi XP. Je me présente, je suis Marie Coquet, je travaille à l'ACTA et je suis membre de la cellule d'animation nationale du réseau Défi et aujourd'hui, je vais animer ce webinaire. En attendant que les derniers participants arrivent, je vais vous repréciser un peu le mode d'interaction de ce webinaire. Vous avez deux boutons à votre disposition. Vous avez d'une part le bouton discussion, converser ou chat selon les versions de Zoom que vous avez, qui sert plutôt à remonter des informations d'ordre général. Ou si jamais vous rencontrez un dysfonctionnement, n'hésitez pas à nous le signaler via ce bouton-là. Et sinon, vous avez le bouton Q et R pour questions-réponses et c'est ce bouton-là que nous vous demanderons d'utiliser tout au long du webinaire pour remonter les questions que vous aurez à poser aux intervenants. Ce webinaire aujourd'hui, 1er décembre, c'est en fait le 9e webinaire Défi XP qu'on organise. Ce webinaire s'inscrit dans une série de 15 webinaires au total qui sont répartis autour de 3 saisons. Il y a une première saison ce printemps, donc la deuxième saison qui est en cours cet automne et il y aura une troisième saison qui vous sera proposée au printemps 2023. Donc un webinaire est organisé autour d'une thématique. Autour de chaque thématique, on vous propose 2 à 3 intervenants Défi XP, voire ferme, en mixant autant que possible les filières. Les webinaires sont organisés les jeudis de 13h à 14h15 et proposent un format avec une présentation à chaque fois de 15 minutes d'un projet XP suivi d'un temps de questions-réponses. Donc en 15 minutes, bien évidemment, les intervenants ne pourront pas vous détailler tout ce qui est fait dans leur projet. Seule une partie des travaux est restituée pendant ces interventions. En termes de déroulé, donc comme je vous le disais, donc il va y avoir 15 minutes de présentation et après, on va prendre à chaque fois 5 minutes pour poser les questions que vous aurez pu remonter dans l'onglet questions-réponses. On essaiera d'en traiter au maximum pendant ces 5 minutes. Si jamais on n'a pas pu traiter toutes les questions que vous nous avez remontées, pas de panique, les intervenants s'engagent à vous apporter les réponses, soit pendant le webinaire s'il y a encore du temps à l'écrit, ou sinon, ils le feront a posteriori, je leur transmettrai vos questions avec vos coordonnées et ils vous répondront dans les jours à venir. On a bien conscience là que ce format limite quand même les interactions. Ce qu'on vous propose, c'est qu'à la fin du webinaire, vous aurez accès à leurs coordonnées mail. Et bien évidemment, si vous souhaitez rééchanger avec eux ou discuter d'un point en particulier, n'hésitez pas à les recontacter pour de plus amples informations. Avant de leur laisser la parole, juste quelques mots sur qu'est-ce que le réseau Défi XP. Donc, le réseau Défi XP, c'est la composante expérimentale du réseau Défi. C'est un réseau qui comprend également un réseau ferme qui est composé de 2000 agriculteurs qui s'engagent volontairement dans la réduction des produits phytosanitaires. Le réseau Défi XP, lui, est composé de 41 projets d'expérimentation qui ont débuté en 2018 ou 2019 et qui s'achèveront en 2023 ou 2024. Ces projets sont financés dans le cadre du plan Éco-Phyto. Ils testent à l'échelle des systèmes de culture des combinaisons de leviers qui favorisent au maximum les régulations naturelles avec un objectif d'utiliser les produits phyto vraiment en ultime recours. Au total, donc, ces 41 projets représentent 197 sites expérimentaux, 260 systèmes. Donc, toutes les informations sur ces projets sont disponibles sur Éco-Phytopic. Il y a un certain nombre de pages qui sont vraiment dédiées spécifiquement à chaque projet, chaque système qui sont testés. C'est en cours d'alimentation au fur et à mesure que les résultats vont être consolidés pendant ces dernières années de projet. Nous vous invitons à les consulter pour avoir plus d'infos. Pour revenir au sujet du webinaire, donc aujourd'hui, il va traiter de l'optimisation de la fertilité du sol en s'appuyant sur des processus biologiques et écologiques. Donc pour cela, on a la chance d'accueillir 3 intervenants, 2 intervenants XP et une intervenante ferme. Donc au niveau d'XP, on a Clémentine Fayolle de la FRAP pour le projet Persis Maraîchage et Élie Langard de l'EPLEFA de Roufac pour le projet C'est faire sol.
et l'intervenante ferme qui est Laetitia Caillot de la Chambre d'agriculture des Charentes-Maritimes qui anime un groupe ferme en viticulture. Donc, je vais m'en arrêter là pour l'introduction. Je vais rapidement donner la parole à Clémentine Fayolle qui va présenter le projet Persiste Maraîchage. Donc, Persiste pour pérennité des systèmes de culture en maraîchage diversifié biologique. Donc, c'est un projet qui est composé d'un site expérimental dans le Finistère, donc on se situe en Bretagne, qui teste 2 systèmes de culture innovants et un système de référence qui ont pour objectif à la fois d'améliorer donc la fertilité du sol, ouf, on est bien dans le sujet du webinaire, et en réduisant ou s'affranchissant du travail du sol. Dans ce projet, il y a également un réseau de fermes en situation de production, de 10 fermes qui sont impliquées en Bretagne et en Pays de Loire. Mais aujourd'hui, Clémentine a fait le choix de focaliser sa présentation sur plutôt la partie expérimentale qui est conduite en station. Donc, je te donne la parole, Clémentine, tu as la main pour partager ton écran. Bonjour à tous. Est-ce que ça fonctionne? Alors, on n'est pas en mode présentation là. Alors, peut-être en haut, paramètres d'affichage. Tu peux basculer en mode. ah là là. Basculer en mode présentateur. C'est bon. C'est bon. Alors, moi, c'est pas bon, par contre. Ah. Je recommence. Et là, on n'est pas en mode présentation. Là, c'est bon. c'est bon pour vous? Ouais, c'est parfait. Eh ben, c'est bon pour moi. Merci, Clémentine. Du coup, je vais vous présenter les leviers agronomiques qui ont été mis en place sur la plateforme expérimentale AON Bio à Morlaix dans le cadre de l'essai Persiste. Dans cet essai, l'hypothèse de départ, c'était qu'un sol fertile permet des plantes en bonne santé et donc une meilleure tolérance aux bioagresseurs. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire une présentation rapide de Persiste maraîchage, même si Marie en a dit le principal. Ensuite, je vais faire une revue des différents leviers qui ont été mis en place en station et présenter les systèmes de culture innovants testés. Et enfin, je vais présenter les résultats intermédiaires sur les aspects de fertilité du sol et aussi sur les rendements. Donc, comme déjà évoqué, Persiste, c'est un essai qui se décline selon 2 axes. On a l'observatoire piloté, qui est un ensemble de 10 fermes, donc 2 par département breton, plus 2 en Loire-Atlantique, où des agriculteurs testent des leviers sur l'une de leurs parcelles avec des objectifs qu'ils ont eux-mêmes définis en amont des essais. À savoir que les itinéraires culturaux et les objectifs évoluent au fur et à mesure dans le cadre des essais observatoires pilotés. Le suivi est réalisé sur les indicateurs agronomiques et aussi sur des indicateurs socio-économiques, tels que l'impact économique des pratiques, l'impact sur le temps et la pénibilité du travail et aussi sur la charge mentale. En parallèle de ça, il y a donc la plateforme expérimentale AON Bio au lycée agricole de Sucigno à Morlaix, où on teste 2 systèmes de culture innovants par rapport à un système de référence. Ici, les règles de décision sont fixées pour 5 ans et ne bougent pas, à part cas de force majeure et sur décision du COPIL. Et là, en plus du suivi agronomique, il y a un suivi pénibilité du travail. Donc, le suivi socio-économique est très allégé par rapport à l'observatoire piloté. Pour revenir sur l'objectif, c'est donc globalement d'améliorer la pérennité des systèmes maraîchers biologiques en se focalisant sur 3 problématiques principales. En premier lieu, comment améliorer la fertilité biologique du sol, tout en réduisant autant que possible la pénibilité physique et mentale des systèmes et en gardant autant que possible une autonomie en intrants.
Donc voici le plan du dispositif en station. La rotation choisie, c'est choux, pommes de terre, courges, carottes et oignons. Il y a une parcelle par culture qui est subdivisée en 3 pour chacun des 2 systèmes testés, plus le système de référence. Donc, ce dispositif, ça permet pas de répétition spatiale, mais ça permet des répétitions temporelles, puisque chaque légume de la rotation revient chaque année dans chacun des 3 systèmes de culture. Donc, les 2 systèmes innovants et le système de référence. Et là, en 2022, on est sur la fin de la 3e année d'essai. Au niveau des leviers testés, pour les systèmes de culture 1, c'est un système sur travail du sol simplifié et recherche d'autofertilité, avec des apports de matière végétale uniquement et l'utilisation maximale d'engrais verts complexes. Pour le système de culture 2, on est en non-travail du sol, avec des apports carbonés qui reviennent régulièrement. Donc, il y a un apport massif de compost de déchets verts qui a été fait en année 1. Puis, il y a des apports via des paillages et mulch, en paille et toujours en compost de déchets verts. Et il y a également implantation d'engrais verts dès que possible dans la rotation. Donc là, c'est le système de culture de référence. On retrouve notre schéma en arête de poisson. Donc, il est relativement complexe. Ce que j'ai voulu mettre en avant dans les cercles bleu ciel, c'est les apports systématiques de fertilisants d'origine animale, donc du fumier bovin. Et en bleu foncé, on a les nombreuses opérations de travail du sol, avec les labours, des opérations de destruction pour les engrais verts et aussi des travaux un peu plus superficiels pour la gestion de l'enherbement. Ici, on est au niveau du système de culture 1. Donc, comme déjà évoqué, les objectifs, c'est de rechercher l'auto-fertilité grâce à des apports végétaux, de réduire le travail du sol et d'implanter un maximum d'engrais verts. En bleu ciel, l'entretien de la fertilité du sol est assuré principalement par les engrais verts, grâce aux restitutions également, par exemple les fans des carottes, et à des apports d'herbes en herbes fertilisantes, donc c'est de l'herbe incorporée, et en mulch. Donc là, par exemple, sur courge, l'herbe est uniquement déposée en surface du sol. Et en bleu foncé, on voit qu'il y a du travail du sol, mais relativement peu profond. Donc, quelques opérations au Canadien pour destruction des engrais verts uniquement. Enfin, sur le système de culture 2, l'objectif, c'est de favoriser l'activité biologique du sol. Ça passe par l'absence de travail du sol, toujours par l'implantation maximale d'engrais verts et par des apports riches en carbone. Donc là, en bleu clair, on voit ces fameux apports riches en carbone, donc l'apport initial de compost de déchets verts, puis les apports en mulch, en compost et foin. Et il n'y a pas d'opération de travail du sol, même superficielle. Au niveau des indicateurs suivis et des mesures associées, je vais reprendre du coup les 3 aspects de la fertilité du sol. Concernant la fertilité physique du sol, l'état structural est estimé grâce à des tests bêches de type drop test. Donc, il y a une petite photo à droite qui vous montre le résultat. On prend une bêchée de sol et on la fait tomber dans une caisse. Et après, on effectue diverses notations sur les mottes et sur le résultat obtenu. Pour la stabilité structurale, des select tests sont faits avec le dispositif AB-Sol. Concernant la fertilité chimique, les analyses chimiques classiques sont réalisées chaque année en sortie hiver. Et il y a un suivi de la minéralisation de l'azote par nitrate sec en entrée, en sortie d'hiver et à l'implantation des cultures. Pour la fertilité biologique, enfin, les différentes valeurs de la teneur en matière organique sont suivies, donc la matière organique totale, libre et liée.
ainsi que l'indice de minéralisation et le rapport C sur N, carbone sur azote, et enfin la valeur de biomasse microbienne. À savoir qu'il y a aussi une évaluation de type érodi qui est réalisée en début et en fin de projet, avec un diagnostic sur le terrain qui est fait à chaque fois et des analyses en laboratoire qui sont un peu spécifiques à cette approche. Je vais donc vous présenter les résultats intermédiaires pour l'ensemble de ces mesures, sauf pour l'analyse chimique classique, où ça évolue en réalité assez peu. Donc, au niveau de la fertilité physique du sol, ici, on a les résultats de stabilité structurale et d'état structural de 2020 à 2022. Donc, les points orange représentent la stabilité structurale sur une note de 1 à 6. Comme je l'ai dit, c'est avec le dispositif des sols que vous pouvez voir sur les photos à droite. Les barres bleues reprennent l'état structural grâce au drop test, qui est une notation de 0 à 30. On remarque alors que le système de référence présente des notes d'état structural basses en début de rotation, avec des notes inférieures à 4 sur 30 en année 1, mais que l'état tend à s'améliorer. Difficile à expliquer. J'ai essayé de revoir un peu les différents critères du drop test dans les détails, mais c'est quand même difficile à analyser dans les détails. Au niveau du système de culture 1, il présente un état structural intermédiaire aux deux autres systèmes de culture, avec des notes de stabilité structurale similaires au système de culture de référence. Enfin, le système de culture 2 a des notes de stabilité structurale et d'état structural meilleurs et aussi plus homogènes au cours de la rotation. Donc, ce système de culture semble favoriser la fertilité physique. Au niveau des reliquats azotés, j'ai pris uniquement les valeurs de 2022. On remarque là que le comportement du système de culture de référence et du système de culture 1 sont assez similaires, avec des fuites potentielles d'azote à chaque sortie hiver sur chacun des légumes de la rotation. Par contre, en système de culture 2, début 2022, la dynamique est un peu inversée sur les choux, avec un reliquat toujours relativement important en sortie hiver, malgré la présence d'un engrais vert avoine-févrole et un faible reliquat en entrée hiver. Globalement, on observe des reliquats qui sont plus faibles sur toute cette année. On peut donc se demander si ce système permet de limiter les fuites d'azote, à préciser sur d'autres années expérimentales. Concernant les données de vie biologique du sol, je vais vous présenter du coup la biomasse microbienne, les taux de matière organique et le rapport C sur N. Au niveau du système de culture de référence et du système de culture 1, il y a des valeurs assez comparables sur l'ensemble de ces indicateurs, avec une biomasse microbienne qui tend à décroître depuis la première mesure de mars 2020. Le rapport C sur N et le taux de matière organique, en revanche, ont augmenté, mais dans une moindre mesure que pour le système de culture 2, pour lequel le taux de matière organique est supérieur à d'environ 1,5 point à 2 points par rapport aux autres systèmes en 2021 et 2022. Et pour le système de culture 2, on observe aussi une stabilisation de la biomasse microbienne dans le temps, contrairement aux autres systèmes. À savoir que l'intérêt de la mesure de biomasse microbienne peut rapidement être peu pertinente pour des sols riches en matière organique avec un taux supérieur à 4%. Au niveau de l'indice de minéralisation, du coup, on se penche sur cet indice parce qu'il est plus pertinent et il permet d'estimer si le stock de matière organique tourne en fait et si le sol fonctionne bien. Donc, si l'indice est faible, il y a une bonne activité avec une matière organique labile et le stock de matière organique est rapidement minéralisé. Si l'indice est fort, par contre, la matière organique est trop stable et la matière organique tend à s'accumuler.
On voit là que l'indice C-min augmente sur le système de culture 2, alors qu'il est relativement stable sur les systèmes de culture 1 et de référence. Donc en système de culture 2, le taux reste satisfaisant, mais parfois un peu fort sur certaines répétitions. Est-ce qu'on a affaire à un début d'accumulation de la matière organique? Maintenant, au niveau des rendements, il y a eu plusieurs difficultés techniques. Je vais revenir rapidement dessus. Donc, ce n'est pas forcément très significatif. On remarque en 2020 que le système de culture 1 est satisfaisant sur toutes les cultures, sauf pour les courges, où les plants étaient fétifs, peut-être parce que le sol est moins bien réchauffé et qu'il y a eu un apport d'herbes trop vieilles et donc une fin d'azote. Le système de culture 2, lui, n'est pas à la hauteur en 2020, mais a néanmoins des bons résultats en courges et carottes. En 2021, le système de culture 1 est satisfaisant sur toutes les cultures et il y a même des fois où il surpasse le système de culture de référence, sur oignons et sur pommes de terre notamment, alors que le système de culture 2 est plus imprévisible, avec l'abandon de la parcelle de carottes et de pommes de terre. Donc pour les carottes, c'est à cause de l'enherbement par le rumex, avec une parcelle qui a un lourd historique. Et pour les pommes de terre, c'était des problèmes de tassement. Donc elles ont été posées sur le sol et recouvertes de paille, mais ça n'a pas été bien implanté. Donc là encore, on a besoin de plus de références pour préciser les tendances. Et je vais pouvoir rapidement conclure. Donc, on remarque en fait que le système de culture 1 a des résultats relativement similaires au système de référence sur la plupart des indicateurs de fertilité. Les indicateurs de fertilité sont très bons pour le système de culture 2 et il y a même potentiellement un effet sur les fuites d'azote, mais ça ne se traduit pas en termes de rendement, avec des difficultés d'implantation et de gestion des adventistes. La question, c'est est-ce que ça va s'arranger avec la structuration du sol et aussi la meilleure maîtrise du système par les pilotes. Perspective, il y a besoin de faire un parallèle avec les données obtenues en observatoire piloté pour voir l'impact des leviers en conditions de production réelles et voir aussi les impacts socio-économiques. En bref, on a besoin de plus de recul en station, de confirmer les tendances et de voir s'il y a stabilisation des systèmes de culture sur cette parcelle avec l'eau historique Rumex. On a le souhait de poursuivre les essais à l'issue 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup Clémentine. Alors on a eu quelques questions dans l'onglet QR. Pour ceux qui sont arrivés en retard, n'hésitez pas à poser vos questions via ce bouton-là. Du coup, je vais t'en poser. Il y a quelques questions aussi sur la présentation du dispositif. Est-ce que tu peux préciser la taille des parcelles? Quel est le type de sol principal? Est-ce que c'est assez homogène ou non? Voilà, déjà une première question. Alors, pour la taille des parcelles, je ne l'ai pas en tête alors que je l'ai lu hier. Il me semble qu'elles font une 60aine de long pour peut-être une 15aine de mètres de large. C'est dans ces eaux-là, c'est des parcelles relativement petites. Et au niveau du terrain, il est très homogène. Les analyses en début d'essai l'ont montré. Donc, avec la même pression Rumex absolument partout, notamment. Très bien, merci. Et c'est des sols limoneux, forcément. Et d'un point de vue toujours aussi méthodologique, par rapport aux résultats que tu nous as présentés, c'est sur quelle surface? C'est sur la surface en quelle profondeur? 0,30 ou vous allez au-delà? Est-ce que tu as ces... Alors, je pense que c'est 0,30. Pour le public, Clémentine est arrivée sur le projet cet automne, donc il faut être indulgent si elle n'a pas toutes les réponses au tac au tac. Oui, du coup, pour les relevés nitrates, moi, je le fais sur 0,30 et je pense que ça doit être aussi cet horizon pour les autres mesures. Ok, très bien. Après, par rapport au système que tu nous as présenté, le système là où il y a des importants apports carbonés qui sont réalisés, il y a une question sur est-ce que ça ne crée pas des effets de fin d'azote? Qu'est-ce que vous avez observé?
Je ne crois pas. Je pense que la plus grosse difficulté, c'est vraiment au niveau de l'enherbement et aussi au niveau du tassement du sol. Pour les fins d'azote, il y avait cette hypothèse, du coup, qu'est-ce que j'avais dit? C'était sur courge, non, sur courgette, où les plants avaient été très chétifs l'an dernier, après un apport d'herbes trop vieilles. Mais ça, c'est pour le système de culture 1. Je suis un peu en train de m'embrouiller. Non, je ne sais pas. D'accord. Si jamais tu as des éléments de réponse plus tard, Oui, je redemanderai au pilote. Ouais. On pourra retransmettre la question. Il y a une personne qui demande si vous avez fait des analyses découvertes avec la méthode Merci et pour notamment estimer les quantités d'azote potentiellement restituables. Oui, c'est fait. Alors, à savoir qu'au début, le pilote de l'expérimentation appliquait vraiment la méthode Merci en pesant chaque prélèvement d'engrais verts en séparant les différentes espèces présentes dans le mélange. Finalement, c'était trop chronophage, donc elle continue à faire juste une estimation de la biomasse des engrais verts. Donc oui, il y a un suivi qui est fait pour estimer les restitutions, enfin les apports par les engrais verts. Très bien, merci. Alors, il y a d'autres questions dans l'onglet questions-réponses. Malheureusement, il faut qu'on passe à l'intervention suivante si on veut laisser le temps à chaque intervenant d'effectuer sa présentation dans de bonnes conditions. Donc, Clémentine, je te laisse soit le soin de leur répondre en direct là, via l'onglet questions-réponses ou sinon a posteriori du webinaire par mail. Donc pour ma part, je vais vous introduire la deuxième intervention qui va être effectuée par Laetitia Caillot, qui est l'ingénieur réseau d'un groupe ferme Défi Viticulture en Charente-Maritime. C'est un groupe qui a été créé en 2012, qui est composé de 12 exploitations viticoles volontaires. Donc, le projet collectif de ce groupe tourne autour de la réduction au strict minimum de l'utilisation des herbicides, avec aussi un volet reconception des systèmes. Ce groupe aborde différentes thématiques de travail sur la conduite de la vigne, l'utilisation des OAD, le réglage, l'amélioration du matériel, mais aussi la fertilité et la vie des sols. Donc, je vais laisser la main à Laetitia pour effectuer sa présentation. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que mon écran a bien été partagé? C'est parfait, Laetitia. C'est parfait. Alors, Clémentine nous a beaucoup parlé des engrais verts et en fait, moi, je vais un petit peu revenir dessus pour vous présenter exactement ce que sont les couverts végétaux et donc, je vais faire le lien avec la viticulture. Donc, je vais vous dire pourquoi on a choisi de mettre en place des couverts végétaux par rapport à la fertilité des sols, puisqu'on est bien dans cette thématique aujourd'hui. Je vais vous parler du choix des plantes, des techniques de semis et de destruction. On reviendra aussi sur la méthode Merci qu'on a évoquée sur la précédente présentation. Et ensuite, je vous ferai part donc d'un retour d'expérience des viticulteurs que je suis dans le cadre du réseau ferme. Donc, il faut savoir que les couverts végétaux, ce sont des plantes qui vont être semées dans les interrants de vignes et qui vont être détruites en l'espace d'une année, de moins d'un an en général. Si on sème ces plantes, le premier point, c'est pour le sol, pour le structurer et pour stabiliser le sol, notamment grâce à l'action mécanique des racines qui vont pouvoir casser les blocs de terre. On a aussi donc la limitation de l'érosion par ce biais-là. Le deuxième avantage des couverts végétaux, c'est de favoriser la vie biologique. En fait, en stimulant la vie microbienne du sol, on va augmenter la présence des vers de terre qui sont un allié très important pour la fertilité des sols. Le troisième point, c'est le stockage de la matière organique. Effectivement, les plantes que l'on va semer vont produire de la biomasse et donc on va pouvoir stocker cette matière organique. Ensuite, ces plantes semées, en fonction de leurs caractéristiques, vont pouvoir nous apporter les éléments nutritifs que la vigne a besoin, mais si j'ai bien compris, les légumes peuvent aussi en avoir besoin. Donc, ça va être tous les éléments azote, phosphore et potassium.
Ensuite, les plantes semées, donc les couverts végétaux vont permettre de limiter le développement des adventices, mais aussi offrir le gîte et le couvert à différentes espèces animales. Donc, dans le choix des plantes, on va retrouver tout ce qui est poacé. Alors, moi, je les appelle encore graminées. Dans les graminées, on retrouve les avoines, on retrouve l'orge, le triticale, le blé. L'avantage de ces plantes-là, c'est vraiment la production de biomasse qui peut être importante. Et grâce au système racinaire fasciculé de ces plantes, on va pouvoir structurer le sol en surface. Elles vont aussi permettre de limiter le lessivage des éléments fertilisants. La deuxième catégorie de plantes que l'on connaît, ce sont les fabacées, donc les légumineuses. Les légumineuses, on retrouve les févroles, on retrouve les différents trèfles, on retrouve la veste qui a été citée aussi précédemment dans la présentation de Clémentine. En fait, sur les légumineuses, on retrouve des nodosités, c'est les petites boules blanches sur le système racinaire, et ces nodosités vont permettre de capter l'azote atmosphérique de l'air, et quand on va détruire les plantes, on va pouvoir restituer cet azote au niveau du sol. La troisième catégorie des plantes, ce sont les crucifères, les brassicacées. L'avantage des brassicacées qu'on retrouve, donc c'est les moutardes, les radis et aussi le colza. Ça mobilise le soufre qui est présent dans le sol et ça le met à disposition en surface. Ça permet ainsi de créer un léger effet acidifiant. Donc, ça peut être intéressant sur certains types de sols, notamment calcaires. Ensuite, grâce aux crucifères, on va améliorer l'assimilation des éléments nutritifs par la vigne ou par la culture en place. Et les crucifères, l'avantage, c'est la structuration en profondeur, puisqu'ils ont un système racinaire qui est pivotant et qui va permettre donc de structurer nos sols en profondeur. En ce qui concerne les semis, donc on a deux dates de semis possibles. Alors, on se recontextualise, hein, on est en viticulture, donc soit on sème avant vendange, soit on sème après vendange. J'ai commencé à travailler sur les couverts végétaux en 2008. J'ai fait un peu le tour de France pour savoir ce qui se faisait. Et beaucoup sèment après vendange. Donc, après vendange, ça nécessite un passage spécifique. Les conditions climatiques sont parfois difficiles. Et moi, ce que je reproche au semis après vendange, c'est que les conditions climatiques ne permettent pas d'avoir une couverture hivernale. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on était surtout dans des systèmes où les écartements de rangs de vigne étaient assez étroits. On était sur entre 1 mètre et 1,80 m. Et dans ce cas-là, de passer avant vendange, ça pouvait blesser les grappes et occasionner du botrytis. Alors que nous, en Charente, on est plutôt sur des écartements de rangs qui sont beaucoup plus importants, de l'ordre de 2,50 m à 3 mètres. Donc, les semis avant vendange présentent quand même plusieurs intérêts. Donc, on n'a pas de passage spécifique puisqu'on peut très bien installer notre semoir sur un cultivateur et faire le semis lors du dernier passage du cultivateur. Grâce aux conditions climatiques qu'on a encore à cette période-là, donc avant vendange, on sème, on va dire mi-août. On a une installation qui est rapide pour le couvert, et donc on a une belle couverture hivernale. Aujourd'hui, là, les semis qu'on a fait, grâce aux conditions climatiques, on fait 50-60 cm déjà de biomasse, donc c'est plutôt intéressant. Un avantage aussi, qui peut aussi être un inconvénient, c'est en conditions pluvieuses, si on a semé suffisamment tôt, les couverts végétaux peuvent améliorer la portance de la machine à vendanger. Au contraire, s'ils ne sont pas faits suffisamment tôt, mais quand même juste avant vendange, si les conditions sont pluvieuses, la machine à vendanger peut détruire partiellement une partie des couverts, mais ça ne restera que partiel. Donc, on aura quand même tous les intérêts que je vous ai présentés précédemment. Là, je vous ai mis deux photos de semoirs. Donc là, en bas à gauche, vous avez le semoir à céréales type nodé. En fait, on a récupéré des vieux semoirs à céréales. Soit ils passent dans les écartements de nos rangs de vignes, soit on les coupe en deux et on fait un petit peu de ferronnerie pour les mettre à la bonne taille pour passer entre les rangs de vignes. Et sur la photo en haut à gauche, vous avez un Delimbe T15 qui est monté sur un cultivateur, mais il y a aussi un semoir à céréales. En fait, le viticulteur a choisi de faire ce système-là afin de pouvoir semer différentes tailles de graines à différentes profondeurs. Donc, les semis, il faut rappeler qu'on a beau être en viticulture, c'est vraiment quelque chose qui est à part. Donc, il faut vraiment préparer un beau lit de semences pour réussir ces conditions de semis. Il ne faut pas hésiter à surdoser parce qu'au niveau des quantités, souvent, c'est un peu minime. Donc, si on veut de la biomasse, il ne faut pas hésiter à surdoser. On sème entre 2 et 4 cm de profondeur. Alors, c'est un compromis, certes, puisque là, on va mélanger différentes tailles de graines. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur les diapos précédentes, mais j'avais mis quelques photos de graines. La févrole, qui a un PMG beaucoup plus important que, par exemple, un colza.
Eh bien, une grosse graine, ça se sème à 4 cm, une petite graine, ça se sème à 2 cm. Comme nous, on mélange les différentes tailles de graines, ben, voilà, on fait des compromis. Et surtout, ce qui est important, c'est de rouler le semis pour assurer le contact du sol avec la graine pour permettre une bonne germination. Donc, une fois qu'on a fait nos semis, les plantes vont se développer et il va falloir penser à la destruction. Donc, on a semé au mois d'août, on va détruire 6 mois après. Ce qu'il faut savoir pour la destruction, c'est qu'il faut détruire les couverts végétaux 1 à 2 mois avant la floraison de la vigne. En fait, jusqu'au stade de floraison, la vigne, elle va utiliser l'azote qui est fourni par ses réserves, les réserves du sol. Et à partir du stade 23, la vigne va davantage avoir besoin d'azote. On a un gros pic de besoin d'azote. Donc, il faut détruire les couverts suffisamment tôt pour que l'azote qui sera libéré par les couverts fasse son effet au niveau du sol pour que la vigne puisse en bénéficier au moment où on en a besoin. Après, c'est noté, donc le deuxième point, c'est au plus tard à la floraison des plantes que l'on a semées, puisqu'en fait, passé le stade après, on n'a pas d'extraction supplémentaire des éléments minéraux, mais surtout, on a un risque de montée à graines et on a donc un risque de ressemis des couverts, et forcément, ils n'iront pas où on le souhaite. Et ensuite, donc, les tissus étant lignifiés à partir de la floraison des plantes que l'on a semées, l'azote nécessaire aux micro-organismes pour décomposer les couverts serait beaucoup plus important. Et dans ces cas-là, on pourrait craindre une fin d'azote. Ensuite, le troisième point pour la destruction des couverts végétaux, c'est de maîtriser cette hauteur pour éviter le risque de gel de printemps, pour éviter les traitements, une gêne pour les traitements si on doit les effectuer assez tôt, et pour éviter aussi une hygrométrie excessive qui pourrait donc engendrer des risques de maladie. 3 types de destruction, enfin, il y en aurait plutôt que 2, parce que le simple broyage, donc là je vous ai mis un broyeur, ça, c'est ce qui est fait le plus souvent en Charente. On a une dégradation, une libération des éléments minéraux qui est assez rapide, mais souvent il est suivi d'une incorporation. Donc là, c'est le point en bleu, le broyage puis incorporation. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est incorporer les couverts végétaux aussitôt après leur broyage, parce qu'on n'incorpore pas de la matière organique fraîche, parce qu'on aurait un risque de putréfaction, un risque de fermentation anaérobie. Et puis, une autre méthode pour détruire les couverts végétaux, c'est le roulage, donc avec les rouleaux hacheurs. On connaît tous le rouleau FACA, mais on va plutôt parler de rouleau hacheur. Pour que ça fonctionne, il faut une biomasse importante. Ça permet de créer un mulch et ça maintient l'humidité. Par contre, on a une dégradation et une libération plus lente des éléments minéraux. Donc, en fonction des objectifs que l'on va se fixer au départ, on choisira l'une ou l'autre des méthodes de destruction. Alors, la méthode merci. La méthode merci, donc Clémentine vous en a brièvement parlé tout à l'heure. Donc, nous, c'est une méthode que l'on utilise. Il faut savoir qu'elle a été créée en 2010 par la Chambre régionale d'agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Ça a été créé pour les grandes cultures, mais d'un coup, nous, on l'utilise et on l'adapte aussi à la viticulture. Et donc, de ce que j'ai pu voir, on l'adapte aussi donc, pour les légumes. Donc, c'est une méthode qui est très simple, une méthode d'estimation des restitutions potentielles. Donc, l'idée, c'est de positionner 4 fois un cercle de 0,25 m² pour avoir 1 m² de biomasse. On coupe les plantes à la base, on ne prend pas du tout le système racinaire puisqu'en fait, il est pris en compte dans le logiciel Merci. Et puis, alors, on prend le temps de peser les plantes séparément puisqu'elles vont avoir des caractéristiques différentes et des restitutions potentielles différentes. Donc, cette biomasse aérienne va nous permettre donc d'avoir les restitutions potentielles. Ensuite, on va rentrer tous nos résultats dans l'application. Alors, on a la version 2 qui est vraiment très intéressante. Avant, c'était un simple fichier Excel. Maintenant, on est sur une plateforme Internet. On peut aussi l'utiliser sur un smartphone. On a des précisions par rapport au type de sol qu'on n'avait pas précédemment, sur les réserves utiles, sur la surface des couverts, puisque en grande culture, c'était 100% de surface semée. En viticulture, on est plutôt de l'ordre de 33%. On sème un rang sur 2 et pas sous le cavaillon. Donc, ça, c'est plutôt sympa d'avoir ajouté cette donnée-là. Et puis aussi, on a des dynamiques de minéralisation à 30 jours, 60 jours, 90 jours, ce qui nous permet de voir justement la minéralisation de l'azote, quand est-ce que la vigne pourra en bénéficier. On a aussi les restitutions en soufre et en magnésium. Et là, je vous ai mis donc l'adresse de cette plateforme Internet, https://méthodemerci.fr. En rentrant les données en l'espace de 5 minutes, on a les restitutions potentielles. Moi, je trouve ça assez formidable comme itinéraire.
Donc là, maintenant, je vais vous parler des retours d'expérience. Donc, en Charente-Maritime, on a travaillé sur les couverts végétaux depuis un certain nombre d'années. On a fait une vidéo et on a fait un petit livret sur les couverts végétaux au service de la viticulture qui récapitule un peu tout ce que je viens de dire, mais sous différents formats. Donc là, vous avez les liens pour accéder. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter simplement deux pages pour vous montrer un peu ce que vous retrouvez dans le livret. Donc là, on a la présentation d'un semis qui a été effectué le 5 août 2020, donc avant vendange, avec un semoir à céréales. On a utilisé un mélange du commerce tout préparé, du Némavigne qui est à base d'avoine. Donc on a les graminées avec le seigle aussi, on a les légumineuses avec la vesse et les crucifères avec le radis fourragé. Le viticulteur a des écartements de rang de 2,80 m. Je vous disais que c'était assez large et on sème sur à peu près 1,80 m. Donc, on a les coûts par hectare qui sont notés pour ce mélange-là. Donc, ça lui coûte de 24 € de l'hectare. Et ensuite, en bas à droite, vous avez en face de la photo les résultats de la méthode Merci en fonction de la pesée de la biomasse. Et vous voyez le rapport C sur N est de 14 points. Et en termes de restitution des éléments minéraux, l'azote, c'est 36 points avec sa dynamique de minéralisation, 10 unités de phosphore, 75 de potasse. Donc, grâce à ce couvert végétal, on couvre les besoins estimés de la vigne qui sont de l'ordre de 30 unités d'azote et 60 de potasse. Un autre exemple, donc là plutôt avec des semences fermières, avoine, févrole, colza, toujours un semis assez précoce au 20 août avec un semoir à céréales là encore. Et en termes de restitution potentielle, là encore, on est sur 36 unités d'azote, 10 de phosphore et 55 de potasse. Donc, j'ai souhaité vous présenter ces deux types de mélanges puisque, en termes de retour d'expérience, on a les avantages et les inconvénients des mélanges des semenciers et des semences fermières. Pour les mélanges des semenciers, souvent, les doses préconisées sont insuffisantes et les coûts beaucoup plus élevés. Par contre, ils ont quand même travaillé sur les tailles de graines et on se facilite vraiment le semis. Donc, c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Pour les semences fermières, forcément, ça coûte moins cher, mais quand même, il faut quand même trier les graines. Au départ, on a utilisé de la févrole. Il restait les cosses de la févrole qui ne passaient pas dans les cannelures du semoir. Les mélanges sont souvent restreints par rapport à la taille des graines. Oui, si vous mélangez un colza avec une févrole, les tailles de graines ne sont pas forcément de la même accalmie, donc c'est un peu compliqué. Mais on a trouvé la solution, il suffit juste de rajouter de l'huile végétale, et en rajoutant de l'huile végétale, les graines se collent les unes avec les autres et on peut éviter les tris. Par contre, les viticulteurs disent quand même que le remplissage de semoir est assez chronophage puisque les doses utilisées sont assez importantes. On a aussi travaillé sur les temps passés. Donc, et le coût que ça peut engendrer. Donc, j'ai simplement comparé fertilisation classique et engrais verts. Donc, pour une fertilisation classique, on a en gros 23 minutes par hectare. Et dans les engrais verts, on passe 1 heure entre le semis et le broyage des couverts végétaux. Et en termes de coût, j'ai utilisé les tarifs d'entrée de matériel pour tout ce qui va être main-d'œuvre et amortissement du matériel utilisé. Fertilisation classique en ajoutant les intrants, donc ça c'est les coûts moyens que j'ai eu en fertilisation il y a quelques années sur mon groupe ferme, on est à 175 €, alors que les engrais verts, certes on a plus de coûts de passage, mais au niveau de la semence ça nous coûte moins cher, donc on arrive à réduire les coûts. Dernière diapo, je suis à peu près dans les temps. Retour d'expérience, donc il faut bien savoir quand même qu'il faut anticiper sa préparation de chantier si on veut la réussir. Et en fonction des objectifs que l'on va définir, qu'est-ce qu'on veut faire de ces couverts végétaux? On va choisir ses semences. Moi, je conseille vraiment de privilégier les mélanges pour justement bénéficier des avantages agronomiques de chacune des espèces. Et puis, on va définir sa date de semis, avant ou après vendange, en fonction des conditions climatiques. Moi qui ai toujours préconisé les semis avant vendange, cette année, vu les conditions climatiques plutôt sèches et les dates de récolte qui étaient plutôt précoces, j'ai pu conseiller de faire des semis après vendange, comme quoi on peut aussi évoluer, on peut changer. Et puis après, donc, on gère aussi la période de destruction en fonction de la réussite de ces couverts végétaux et là encore, du matériel présent sur l'exploitation et de ses objectifs. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir apporté des éléments pour tout le monde.
Merci Laetitia pour cette jolie présentation. Alors, on a des questions dans le chat. Peut-être déjà pour reclarifier, il y a des questions qui tournent autour de la localisation de ces couverts. Est-ce que c'est sur le rang, l'inter-rang, les deux? Alors souvent, donc, en viticulture, on a une allée qui est en herbé. On a le dessous du cavaillon qui représente la ligne là où on plante ou là où on a mis les ceps de vigne. Et sur le rang qui est cultivé, c'est là où on va mettre les couverts végétaux. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, souvent les couverts sur un hectare, ils sont mis qu'à 33%, une allée sur deux. Très bien, merci. Par rapport aux différents modes de destruction des couverts que tu as pu présenter, est-ce qu'il y en a un qui serait plus favorable selon toi pour la biodiversité? Sur la biodiversité, il faudrait faire du fauchage, sauf qu'on n'a pas le matériel adéquat pour faucher. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour la biodiversité, je pense que quand même le roulage est plus adapté que le broyage et son incorporation, mais on est aussi dans un contexte des Charentes. Et en Charente, il faut produire. On est sur un vignoble semi-industriel, on est sur 14 hectolitres d'alcool pur à l'hectare, ce qui représente en gros 140 hectolitres par hectare à un degré de 10. C'est pour vous donner une idée. Donc, pour faire 140 hectolitres à l'hectare, il faut quand même avoir une fertilité assez importante. Merci. On a une question aussi sur l'amélioration de la réserve utile, la résistance de la parcelle à la sécheresse. Est-ce que le fait d'implanter des couverts, vous avez vu des choses sur ce volet-là? Donc, on n'a pas vu de choses sur ces volets-là. J'ai quand même beaucoup de viticulteurs qui avaient fait le choix de semer tous les rangs cette année et de rouler justement pour conserver, une présence sur toute l'année. Et avec la sécheresse qu'on a eue, ça a quand même plutôt été pénalisant, puisqu'on n'a pas du tout obtenu les rendements souhaités. On a vraiment eu une concurrence hydrique trop importante, mais plutôt sur le mode de destruction. Par rapport au semis, le semis mi-août en année sèche, je vois la question sous les yeux, là il n'y a absolument aucune concurrence hydrique à ce moment-là. Très bien, merci. Et alors, par rapport aux autres questions là, par rapport au calcul, alors PPF, moi je ne suis pas une experte en viticulture, mais j'imagine c'est le plan prévisionnel de fumure. Est-ce que vous prenez en compte les apports fertilisants que constituent les engrais verts pour Et non, gérer votre vignoble? Et Non? non, on ne les prend pas en compte et ils ne sont pas à prendre en compte. Donc, dans le cognac, on est sur un mode de certification environnementale cognac HVE. Et dans le coup, on s'est beaucoup posé la question par rapport à ça. Et non, ce n'est pas pris en compte dans le PPF. Très bien. Alors, dernière question par rapport du coup à la destruction des couverts. Quelle serait votre préconisation pour les détruire par rapport notamment aussi au risque de gel? Eh bien, moi, je préconise de semer tôt pour pouvoir détruire les couverts tôt et éviter les risques de gel. Comme ça, on ne se pose pas la question. Quand on sème tôt, on arrive à pouvoir les détruire tôt sans qu'on soit en risque de gel quand la vigne débourre. Très bien, merci beaucoup Laetitia. On a épuisé les questions des participants. Donc je vous propose tu peux couper ton partage d'écran et je vais introduire donc la dernière intervention de ce webinaire qui porte sur le projet C'est faire sol, qui est un projet donc C'est faire sol pour expérimentation de 3 stratégies de gestion combinée de l'enherbement et de la fertilité du sol en maraîchage biologique. Donc on retourne sur une présentation avec donc du maraîchage. On voyage, on part de la Bretagne et là, on va arriver en Alsace. Donc, il y a 3 systèmes de culture qui sont testés, un système de référence, un système engrais vert max et un système de conservation du sol. Les stratégies, donc comme l'indique le nom du projet, visent à combiner à la fois gestion de l'enherbement, fertilité des sols et tout ça en étant à très bas niveau d'intrants. Et l'objectif, donc, c'est d'analyser les impacts sur la maîtrise de l'enherbement, l'entretien de la fertilité du sol et plus globalement sur les autres critères de résilience, robustesse technique, économique, sociale, environnementale, voilà. Donc, je donne la parole à Ellie. Tu peux partager ton écran et tu as 15 minutes pour effectuer ta présentation. Alors, on ne t'entend pas, il n'y a pas ta présentation.
Oui, désolé, est-ce que vous avez maintenant mon écran? Alors, tu n'es pas en mode présentation et tu n'es pas sur la première diapo. Ouais, ça c'est normal. Donc normalement, si je passe, excusez mon ordinateur, il est un peu vieux. Donc, là, normalement, ça devrait être mieux. Non, tu n'es pas encore en mode présentation, tu es en mode on voit la diapositive suivante. Est-ce que dans paramètres d'affichage, tu peux switcher? Là, tu m'as pas parce que paramètres d'affichage, bascule mode présentation, diaporama, comme ça. Ouais. Là, c'est bon? Ouais, parfait. Parfait. Ok, bon. Décidément, c'est la thématique de cette journée. C'était pas vraiment la fertilité, mais c'était les problèmes de diaporama. Bon. Bonjour à tous. Je vais vous présenter donc ce qu'on fait nous au niveau de Cefersol, qui va, vous allez voir, avoir pas mal de points communs avec ce qui est réalisé en Bretagne au niveau de Persist, mais on a également voilà, notre petite spécificité à nous. Ne serait-ce que l'historique et puis l'emplacement, comme l'a dit Marie, on se trouve en Alsace et non en Bretagne. On va commencer par une présentation de l'essai, on va complémenter un peu ce qu'a dit Marie. Ensuite, on verra quels sont les leviers qu'on a mis en œuvre au niveau de l'essai. On va voir la fertilité, donc quelques éléments en termes chimiques, physiques et biologiques, puis on conclura sur une ouverture finalement à quelles sont les autres mesures qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça. Donc au niveau de Cefersol, on a 3 systèmes, dont 2 innovants. Le système de référence, déjà, à qui on va comparer les 2 systèmes innovants, il est construit à partir d'une moyenne, finalement, de ce que font les maraîchers alsaciens. Donc, en début de projet, en 2015, du coup, puisque oui, notre projet a la spécificité d'avoir commencé un peu avant DEFI. Donc, il a commencé en 2015, DEFI a commencé en 2017. Et donc, en 2015, notre partenaire BioGrandEst a réalisé une enquête auprès des maraîchers bio en Alsace en leur demandant voilà, quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre, vous, quand vous faites du maraîchage. Et de ces pratiques, on en a tiré une sorte, si vous voulez, de moyenne, de pratiques standards, et c'est celle qu'on applique sur notre système de référence. Et puis à côté, on a 2 systèmes innovants. Donc un système engrais Vermax que je vais vous présenter, et puis le système de conservation du sol. Je ne vous les présente pas en détail là, on va y revenir d'ici quelques instants. Juste un mot sur le dispositif expérimental. Donc, en fait, on a 2 parcelles, si vous voulez, qui sont proches l'une de l'autre, qui sont Cefersol 1 et Cefersol 2. On a une seule culture en place sur chacune de ces parcelles et la culture qui est en place sur Cefersol 1 se retrouvera sur Cefersol 2 en année N+1. Le but, c'est de permettre d'éviter l'effet annuel. Si on a une année vraiment catastrophique qui fausse toutes nos valeurs, l'année d'après, on retrouve la même culture sur une autre parcelle, donc ce qui permet d'avoir des effets un peu plus lissés et puis un peu plus représentatifs. Vous voyez également qu'on a donc différentes zones de mesure A, B et C. Donc le but, voilà, on les met sur les planches centrales pour éviter les effets de bordure qu'on peut avoir. Et puis on en fait sur 3 pour avoir des répétitions, ce qui nous permet de faire du traitement statistique. Au niveau de la rotation, donc on est sur une rotation longue, une rotation de 5 ans, avec pommes de terre, salade chou, courges, poireaux et carottes. On a 2 répétitions par culture, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, donc avec d'abord Cefersol 1 puis Cefersol 2, et on en est sur 2 cycles de rotation, parce que je vous ai dit que ça avait commencé en 2015. Donc vous voyez, voilà, pour la plupart des cultures, sauf les carottes où on ne l'aura jamais. Ou peut-être on l'aura si le projet continue, mais ce qu'on espère. Au niveau des leviers mis en œuvre, donc vous voyez qu'on a donc engrais verts et conservation. Pour engrais verts, on a donc un travail du sol en planche permanente avec des outils adaptés. Donc, des outils adaptés, c'est des outils qui vont être construits en partenariat avec l'Atelier Paysan, donc qui est partenaire financier sur le projet, et qui nous a aidé à construire en particulier 2 outils qu'on utilise sur le projet. Donc, le premier outil, ça va être le strip-till, donc qui va permettre de faire des rangs de plantation dans du couvert roulé. Et puis, le deuxième, ça va être le rouleau flex, donc qui est en gros un rouleau FACA, mais flexible, comme son nom l'indique, pour pouvoir travailler en planche permanente. Au niveau du travail du sol, on a un travail du sol qui est autorisé, mais par contre avec des outils non rotatifs. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a que des outils à dents, des outils tirés. On n'a pas de fertilisation, donc aucun apport d'engrais organique. Tout l'apport est concentré sur les engrais verts. Et on a par contre un apport possible de compost pour complémenter. Si vraiment on sent qu'on va avoir un problème avec les engrais verts, qu'on n'aura pas suffisamment, on vient apporter du compost pour permettre de compléter un peu. Mais vraiment le centre de notre fertilisation sur ce système, ce sont les engrais verts. Et donc, évidemment, pour que ça fonctionne, une systématisation des engrais verts, à la fois en interculture, c'est-à-dire principalement pendant l'hiver, ou bien entre 2 cultures, par exemple, là, sur cette année où on a salade puis chou, entre la culture de salade et la culture de chou, on a un engrais vert à cycle court.
Et puis en intercalaire, c'est-à-dire que quand on a une culture qui le permet, en interligne, on place également des engrais verts. Et ensuite, donc, le deuxième système innovant, qui est le système de conservation du sol, où là, on travaille encore en planche permanente avec outils adaptés. Je ne vous les représente pas, hein, ce sont globalement les mêmes. On a une limitation forte du travail du sol. Donc, pour tout vous dire, c'est même une limitation quasiment absolue, puisque le seul travail du sol, c'est le désherbage, qui est un travail du sol, mais vous conviendrez avec moi qu'il est très limité. Et puis, le strip-till, quand on a certaines cultures qui nécessitent quand même un sillon pour le semis ou la plantation. Au niveau de la fertilisation, par contre, on s'autorise des engrais organiques, mais c'est une fertilisation qui est plus raisonnée par rapport au système de référence. La méthode du bilan, ça veut tout simplement dire qu'on va observer à la fois donc, quels sont les reliquats azotés, quels sont les apports à la fois en termes de compost et puis d'engrais, et puis on va également voir quel est notre taux de minéralisation qui est relevé, et donc tous ces éléments vont nous permettre d'être au plus proche des besoins de la plante en termes de fertilisation. On se permet également des composts voilà, en complément, et on a une couverture du sol qui est la plus permanente possible. Alors là, vous la voyez avec un paillage sur la photographie. Donc c'est soit un paillage organique, soit un paillage plastique, selon les cultures et puis selon également les besoins. Voilà, donc je vous ai mis, pour finir sur cette présentation, un peu les deux en parallèle. Donc vous voyez qu'il y a des choses en commun, notamment le travail du sol en planche permanente avec des outils adaptés, le fait qu'on ait du compost et des amendements qui soient raisonnés. Par contre, il y a une différence, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est plus basé sur se passer totalement d'engrais au moyen des engrais verts, donc organiques du coup, et puis de l'autre, se passer totalement de travail du sol, voilà, mais en s'autorisant toujours des engrais. Donc maintenant, on va passer à l'aspect résultat. Donc, je vous ai pris, évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir, donc j'ai pris quelques exemples saillants, si vous voulez, sur les différents paramètres de fertilité qu'on peut relever. Donc, le premier, ça va être sur les reliquats azotés. En gros, on fait des prélèvements de reliquats azotés une fois par mois depuis le début du projet, vous pouvez voir sur le tableau. Et je vous ai mis la part des relevés qui présentent les taux d'azote les plus importants par système. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est? On envoie au labo à chaque fois et puis on regarde lequel des systèmes a des reliquats qui sont les plus importants. Vous voyez que sur presque 50% des relevés, c'est le système conservation qui a les reliquats azotés les plus importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fois en termes d'azote lessivable, effectivement, mais également en termes d'azote utilisable par les plantes, puisqu'il est présent sous forme minérale, c'est le système de conservation qui présente des reliquats les plus importants et donc potentiellement qui a le plus d'azote à utiliser. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. En positif, ça peut vouloir dire qu'il y a beaucoup d'azote qui est facilement utilisable par les plantes. En négatif, ça peut vouloir dire qu'il faut du coup avoir une surveillance poussée au niveau de l'irrigation pour éviter le lessivage et puis également peut-être au niveau des apports pour éviter que ce soit trop important du fait justement de ces reliquats qui sont importants. Un autre exemple, ça va être au niveau de la matière organique. Donc, vous voyez qu'au niveau de la matière organique, on a des taux de matière organique qui évoluent de manière globalement positive sur tous les systèmes. Par contre, vous voyez que le taux de matière organique est quand même supérieur sur le système conservation par rapport aux deux autres systèmes, en particulier en 2022. Alors, je n'ai pas précisé, on fait la plupart de nos mesures sur CFR-SOL 1 et non sur CFR-SOL 2. Pour des raisons de praticité, parce que déjà, on a deux planches qui permettent de faire les mesures. Donc là, je vous ai présenté uniquement CFR-SOL 1 en termes de résultats de matière organique. On mesure également cette matière organique sur CFR-SOL 2 et on a des résultats qui sont similaires. Donc voilà, c'est pour cette matière organique plus importante sur conservation par rapport aux deux autres systèmes. Et puis, vous voyez en dessous le pourcentage de matière organique liée. Donc, en gros, on peut dire qu'il y a deux types de matière organique libre et matière organique liée. La matière organique libre correspondant à un fractionnement en granulométrie inférieure et donc qui va être plus facilement décomposable, donc qui va mettre en gros moins de temps à être minéralisé. Donc du coup, il faut avoir un bon équilibre, c'est-à-dire pour pas que le sol travaille trop vite et qu'il s'appauvrisse tout d'un coup, et pas non plus qu'il y ait trop de matière organique liée et que du coup, il n'y a rien qui travaille, on se retrouve avec des fins d'azote ou des manques en termes d'éléments. Donc, on estime en maraîchage que ça doit être un pourcentage de matière organique liée qui doit être entre 70 et 80%. Et vous voyez qu'on est proche de ce pourcentage, voire on l'atteint, sur l'intégralité du système. Alors, avec un petit bémol sur conservation, je ne vous ai pas remis l'année, mais ça correspond à celles qui sont relevées au-dessus, donc en 2017, où on était en dessous, mais vous voyez que ça s'est rapidement rééquilibré et qu'aujourd'hui, voilà, on a des taux qui sont très légèrement inférieurs à 70%. Globalement, c'est des sols qui tournent bien. Ce qui montre que ce n'est pas parce qu'on a plus de matière organique qu'on va venir déséquilibrer notre sol. Donc ça, c'est plutôt un point positif.
Ensuite, en termes de fertilité physique, donc on a plusieurs mesures. Je vous en ai choisi une qui est le test Beige. Alors pourquoi le test Beige? Parce que c'est une mesure qui est à la fois facile à réaliser et puis quand même relativement complète, d'autant qu'elle se base sur l'observation. Il y a beaucoup de maraîchers qui se basent principalement sur l'observation parce que les mesures coûtent cher, donc avoir un suivi fin, c'est un investissement. Donc le test Beige, c'est quelque chose que n'importe qui peut réaliser. Nous, on se base sur une fiche de notation qui est donc réalisée par un des partenaires du projet, donc Christophe Barbeau, sous une méthode, donc une modalité qui ressemble, voilà, on est en Alsace, hein, c'est une méthode à l'allemande, c'est-à-dire que la note la plus basse, c'est la meilleure note, et puis la note la plus haute, c'est la pire note. Vous suivez, je vous l'ai écrit en résumé, donc 8 qui est la meilleure note si vous avez 1 à tous les critères, et puis 40 qui est la pire note si vous avez du coup 5 à tous les critères. On a plusieurs critères, donc des critères, on va dire, physiques, donc ça va être en termes de taille des agrégats, ça va être en termes de présence racinaire, de porosité du sol. On va avoir des critères qui vont être plus au visu, c'est-à-dire est-ce que la terre elle a une bonne couleur, est-ce que le sol il a un état agréable, est-ce qu'on a la présence de turricules au niveau du sol, etc. Et puis, même, je vous ai rajouté olfactif, hein, il y a évidemment, voilà, est-ce que la terre a une odeur de terre, quoi, tout simplement. Donc, en fait, tous ces éléments vont être pris en compte, vont avoir une note de 1 à 5 selon leur niveau, et puis derrière, on va donner une note globale au système. Il y a 2 mesures par culture. La première qui va avoir lieu juste avant l'implantation pour savoir dans quel état on donne le sol à la plante, et puis après récolte pour savoir en gros comment notre culture a influé sur l'état du sol. Donc voilà les résultats. Alors vous voyez, donc on va commencer par commenter le graphique. Donc vous voyez qu'au niveau du graphique, on a nos sols qui ne sont jamais dans un état mauvais. On a des sols dans tous les cas qui sont bons. Le pire score qu'on a eu, c'est un score moyen qui est à peine au-dessus de 20. Donc pour le système de référence. Et vous voyez par contre que nos systèmes innovants sont toujours avec des notes inférieures à 18, donc des états du sol bons, voire très bons. Ça se ressent dans la moyenne des notes. Donc la moyenne des notes, qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes les notes et puis on fait une moyenne, quoi, comme pour un bulletin scolaire. Et vous voyez donc que les 2 systèmes innovants ont des notes qui sont à peu près équivalentes, avec le système de référence qui est quand même un peu en retrait. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire et comment on l'interprète? Tout simplement, on peut penser que l'aspect physique est meilleur au niveau d'engrais Vermax, puisqu'on va avoir en permanence des systèmes racinaires actifs qui vont venir travailler le sol. Au niveau de nos engrais verts, on l'a assez entendu pendant les 2 présentations précédentes, c'est-à-dire que ces engrais verts vont avoir également un but de structuration et de décompaction du sol. Et donc, ça explique que l'état soit meilleur. Et puis, au niveau de la conservation, du système conservation, c'est tout simplement parce qu'on va avoir une vie biologique qui va être plus importante par rapport aux 2 systèmes, avec notamment des vers de terre principalement, mais pas que, qui vont venir du coup creuser des galeries et qui vont venir du coup structurer le sol par leur vie, si vous voulez. Et donc, du coup, on va avoir également un état structurel du sol qui va être meilleur pour le système de conservation par rapport au système de référence. Pour conclure, donc, le dernier point, ça va être sur la partie biologique. Donc, vous voyez ici qu'on a des mesures de biomasse bactérienne qui sont effectuées par un autre de nos partenaires qui est Ritmo, donc, qui est un laboratoire de microbiologie du côté de Colmar. Et donc, en gros, ces mesures de biomasse bactérienne, qu'est-ce qu'elles nous montrent? C'est qu'on n'a pas une différence flagrante en termes de microbiologie au niveau des 3 systèmes. Vous voyez que les 3 systèmes sont équivalents. Alors, je ne reviendrai pas forcément sur la forme avec ce pic en 2017 puis la diminution en 2020. On pourra en discuter par la suite si vous voulez. Mais le plus important, c'est de comparer les 3 systèmes. Et donc, dans la comparaison, on voit qu'il n'y a pas de différence significative. Contrairement, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la macrofaune, c'est-à-dire ici les vers de terre, où là, on observe pour le système conservation une présence de vers de terre qui est bien plus importante. Alors, je vous ai mis que 2 années pour être représentatif. Cette année, on n'a pas pu faire les mesures à cause d'une pénurie de moutarde. Vous êtes peut-être au courant. Toujours est-il que voilà, on se retrouve avec une macrofaune qui est meilleure sur conservation. Donc là encore, ça explique les résultats qu'on a vus au niveau physique. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc en conclusion, voilà le tableau qui regroupe tous les indicateurs qu'on mesure au niveau du projet. Vous comprenez que je n'ai pas pu tous vous les présenter. On en a 68 qui sont relevés à ce jour et de nouveaux qui vont arriver en 2023. À titre d'exemple, je vais vous citer des apports en termes nutritifs des plantes, c'est-à-dire voir si on a des différences en termes organoleptiques sur nos légumes. On va également avoir, par exemple, des mesures de capacité de stock semencier dans notre sol. Et donc, à titre d'exemple, je peux vous citer, par exemple, au niveau social, on va mesurer des données sur la pénibilité, sur le temps de travail. On va mesurer, bien évidemment, des mesures de rendement, des marges.
On va mesurer au niveau biologique, alors je vous ai mis biologie microbienne, mais on va avoir également fongique, on va avoir des mesures de respirométrie, bref, tout un ensemble d'indicateurs que vous pouvez retrouver par la suite si vous nous suivez sur le site internet. Et puis, à titre d'illustration, je vais vous montrer deux rendements. Donc, le rendement d'une culture qui marche plutôt bien sur les systèmes innovants et une qui marche moins bien. Alors, quand je dis sur les systèmes innovants, c'est con, parce que ce que je n'ai pas précisé, comme on était sur un thème fertilité, c'est qu'en général, les rendements sur engrais Vermax sont à peu près équivalents à ceux de référence. Vous le retrouvez là d'ailleurs sur ces graphiques. Vous voyez que les barres sont assez proches. Par contre, conservation, c'est soit bien meilleur, soit bien en dessous. Et donc là, c'est ce qu'on retrouve sur ces éléments. Donc, courge, c'est les rendements de cette année qui sont tout frais. Vous voyez que les rendements ont été perturbés par la sécheresse. Je ne vais pas revenir en termes de détails. Par contre, vous voyez que au niveau de conservation, on a des rendements qui sont meilleurs par rapport aux deux autres systèmes. Et puis de l'autre côté, vous voyez qu'au niveau des carottes, là, c'est un peu l'inverse. On a des rendements sur conservation qui sont bien inférieurs aux autres systèmes, principalement dû au paillage. C'est une mauvaise maîtrise du paillage. Encore une fois, je pourrais y revenir dans le détail puisque j'ai plus beaucoup de temps si ça vous intéresse par la suite. En conclusion sur ce que j'ai dit aujourd'hui, donc on a une meilleure fertilité à la fois chimique et biologique sur conservation par rapport aux deux autres systèmes, une meilleure fertilité physique sur engrais Vermax par rapport aux références. Vous vous rappelez, c'est le test Bech. Elle est à peu près équivalente à celle sur conservation. Et globalement, on a trois systèmes avec des bonnes fertilités, avec un léger bémol au niveau de la population microbienne, c'est-à-dire qu'on a une diminution de cette population microbienne, mais la fertilité de nos trois systèmes reste bonne de manière générale. Je vous invite à nous suivre sur Facebook pour avoir finalement des relevés réguliers sur ce qu'on réalise sur les parcelles, et puis directement sur le site internet pour des analyses plus détaillées. Vous avez le lien ici, donc le site Pôle Maraîchage, expérimentation self-perce. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Elie pour cette présentation. Alors, il y a un écho, peut-être tu peux couper ta... Non, c'est bon. Il y a quelques questions sur l'onglet questions-réponses. On est pas mal niveau temps, donc si certains spectateurs ont encore des questions, n'hésitez pas à les inscrire. On a un peu de temps pour les prendre. Alors, parmi celles qui ont été posées, est-ce que tu peux nous préciser quel est le type de sol pour la parcelle qui reçoit l'EXP? Alors, le type de sol, effectivement, je ne l'ai pas précisé, c'est du sablo-limoneux. Donc, on est en gros 55% de sable, 25 et quelques pourcents de limon, pardon, et le reste en marche. Très bien, merci. Il y a une autre personne qui a posé une question, mais je pense que tu as peut-être donné l'élément de réponse. Tu peux peut-être afficher ta diapo 17. Tu as cité là qu'il y a 68 indicateurs que vous traitez. La personne demandait sur quel site web elle peut les retrouver. Est-ce que c'est sur le site du pôle maraîchage? Oui, tout à fait. C'est sur le site du pôle maraîchage. Alors, les 68 n'y sont pas encore. Ça demande pas mal de travail. Voilà, je suis tout seul pour gérer le site et puis pour gérer la mise en page, etc. Donc, ça arrive au fur et à mesure. Il y en a déjà sur ce qui a été fait les années précédentes, mais sur le gros bilan, si vous voulez, ça arrive au compte-gouttes. Le test Bech est de manière complète. On a également des analyses sur les rendements et puis le reste va arriver au fur et à mesure de l'année 2023, qui est l'année de conclusion pour le programme défi. Donc, suivez et puis ça va venir au compte-gouttes. Oui, après, peut-être si cette personne veut vraiment échanger plus avec toi sur quels sont ces indicateurs, moi, je vais vous afficher les coordonnées mail. Oui, bien sûr. Et puis même avoir, voilà, si c'est des résultats dans un but d'utilisation, je peux les fournir. Hein. C'est juste que ce ne sera pas mis forcément en forme, mais par contre, les résultats sont déjà présents. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous voulez des résultats en particulier. On a encore un petit peu de temps. Moi, j'aurais une question. Donc là, à la fin, tu as présenté quelques rendements. Je me posais la question, est-ce que les différences que vous avez pu voir au niveau de la fertilité du sol, est-ce que vous observez des différences en termes de gestion des bioagresseurs? Alors, oui et non. Il y en a qui sont supposés, notamment au niveau, par exemple, on a eu des problèmes de pourrissement sur les pommes de terre. Au niveau donc du système référence et du système engrais Vermax, et on n'en a pas retrouvé au niveau du système conservation. Donc là, on peut penser que c'est la diversité biologique qu'on retrouve sur le système conservation, notamment au niveau microbien, qui peut jouer. Malheureusement, on mesure la quantité et pas la diversité. Donc ça, c'est un point d'amélioration, mais en tout cas, c'est une hypothèse qu'on a, et je pense que c'est ça. En revanche, par contre, au niveau des autres bioagresseurs plus macro, type les campagnols ou les limaces, là, pour le coup, la fertilité ne joue pas, voire même le système de conservation a tendance à avoir des résultats plus mauvais.
Mais ça, c'est quelque chose qui est assez connu, donc je ne vous repréciserai pas les raisons. Enfin, si c'est à cause de la paille, quoi. Globalement, c'est leur salle d'abri. Très bien, merci Elie. On a épuisé le stock de questions, sauf s'il y en a d'autres qui arrivent. Je te propose d'arrêter ton partage d'écran et on est totalement à l'heure pour conclure ce webinaire. Alors, je repartage mon écran. Hop. Normalement, vous devez avoir mon écran. Donc, comme je vous le disais là, voilà, vous avez à l'écran les contacts mail des 3 intervenants que vous avez eus aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions ou vous souhaitez approfondir certains points avec eux, n'hésitez pas à les recontacter. Aujourd'hui, ce webinaire portait sur la fertilité du sol. Donc, vous allez avoir accès à toutes les présentations et le replay de ce webinaire dès demain sur les réseaux sociaux et lundi matin dans votre boîte mail. Maintenant, je vais vous annoncer le sujet du prochain webinaire qui aura lieu le 15 décembre, qui sera le dernier webinaire de cette 2e saison. Et donc, le webinaire portera sur l'utilisation des barrières et protection physique pour lutter contre les bioagresseurs. Voilà, donc merci à vous tous pour vos présentations, votre participation et je vous donne rendez-vous au 15 décembre. Merci beaucoup, bon après-midi.